25 octobre. Pour ajouter à cette thématique du voyage au bout des mots, cette exploration qui n'était pas prévue dans ce cadre-là, mais qui peut évidemment y être intégrée. Sur l'imposture des mots. L'imposture des mots. Ou finalement sur le mensonge des mots. Ou sur, là aussi, sur la promesse non tenue des mots. On peut un peu décliner ça très longtemps. L'important, c'est de signaler que les mots n'existent que dans une sorte de rapport étroit les uns aux autres, un peu comme si la chose un élément qui se trouve à un moment donné à une place, mais il est voilà, un élément qui va se matérialiser à un moment donné, mais cette opération-là est la résultante de plusieurs, finalement, comme si il fallait préparer le terrain longtemps à l'avance. Labourer, relabourer pour essayer d'aboutir à quelque chose. L'idée n'était pas dans cette optique-là, mais c'est un résultat qui est arrivé comme ça. À un moment donné, une sorte de vérité apparaît, cette vérité est l'enfant ou le rejeton de elle a plusieurs parents. Elle est issue d'un nombre de géniteurs incroyablement important. Et après, j'allais dire pléthorique, tellement elle a de géniteurs. Mais cette vérité peut, en fait, cette vérité des mots, peut être un enfant, quelque chose, non pas d'illégitime, mais quelque chose qui est arrivé un peu d'elle-même. Là encore, une sorte de naissance, quelque part qui... ça apparaît au moment où, à un moment qui n'est pas prévu, qui n'est pas calculé. Ça apparaît comme ça. Donc ces apparitions de ces naissances, non pas miraculeuses, mais des naissances un peu mystérieuses. Mais on sait qui en sont les géniteurs. Évidemment, on sait que ça repose sur un ensemble de couches et de couches qui s'enfoncent. Le premier jour, on a appris un mot, et ce mot-là va évidemment participer à l'opération. Ça va être lui aussi un géniteur et tout. C'est pas évident d'en parler donc sans donner l'exemple. À un moment donné, on a tout ce qu'on a et mis à contribution pour essayer de se saisir d'un problème particulier. On sait que il y a une première, une première couche. Cette couche, finalement, elle voile ce qu'il y a derrière. Derrière la première couche, il y a d'autres couches. Il faut d'abord enlever, détruire, effacer la première couche pour passer à la couche qui lui qui est derrière. Et peut-être qu'il faut creuser encore plus. Peut-être qu'il y a une couche, la quatrième, la cinquième couche, et c'est celle-là qui est la couche la plus intéressante et celle qui offre le plus de potentiel de découverte
et d'enseignement. Un phénomène sociologique ou social tout court qui apparaît n'est pas quelque chose qui peut être traité avec une sorte de grille de lecture commune et aisément accessible. Il faut voir que derrière ce qui est apparent comme ça, lisible, sans effort, il faut fournir un effort. La première lecture aisée et tout cela, c'est une lecture un peu en trompe-l'œil. Ce n'est pas vrai, c'est de l'illusion, c'est qu'on s'offre à soi-même. Il faut aller plus loin. Et chaque phénomène finalement a besoin d'être travaillé en profondeur. Et quand on commence un peu l'illusion des mots ou l'imposture des mots, c'est quand elle commence à nous aider. Voilà le cœur de mon propos. C'est quand on commence un peu à pénétrer dans ces couches invisibles ou cachées, quand on commence à se saisir de quelques éléments que l'on considère comme pertinents, comme importants, comme déterminants. Et c'est là où nous sommes en danger de nous tromper. La réalité, peut-être, recèle toujours une part d'inconnu que ne pourra jamais connaître. Les processus qui sont à l'œuvre dans un phénomène ou dans un autre, dans une réalité, ces éléments sont, pour une partie, sont évidemment accessibles et il y a sûrement quelque chose, parce qu'il y a toujours, quand on parle de stratégie collective, il y a aussi une part de stratégie individuelle et il est possible que certains éléments ont leur apparition, où ils ont débuté il y a longtemps, quelque chose dans un lieu éloigné. Il y a des mouvements, peut-être des mouvements de population qui commencent et qui durent des siècles pour arriver pour arriver à s'illustrer dans une sorte de réalité actuelle. La réalité actuelle est issue peut-être d'une sorte d'évolution, dans une sorte de mouvement qui peut être très très ancien. Après, long évidemment, alors on peut parler de l'histoire de moyenne durée, comme on peut parler de l'histoire de longue durée. Il y a tout cela, et au moins au niveau de l'hypothèse, tout cela est relié. Après, le destin des individus, il est déterminé par des processus qui, évidemment, dont ils ne sont que rarement les maîtres. On est dans un environnement, il a des particularités, et on doit s'adapter à cet environnement. On ne peut agir que dans le cadre des possibilités ou des contraintes propres à cet environnement. Nous ne pouvons pas nous extraire de notre environnement. Nous pouvons évidemment partir, ça arrive à des gens de partir, mais finalement, ça ne résout pas toute la problématique et toutes les contraintes auxquelles ils sont confrontés. On peut partir loin, mais on a des liens avec le lieu de notre naissance qui font que l'on est toujours en relation, qu'on est toujours déterminé par les premiers marquages, les premières images,
voilà, etc., les premières affinités, les premières influences, etc. Voilà, donc l'imposture des mots, c'est quand j'ai l'impression, au bout d'un long processus, quand j'arrive quelque part et je me dis, tiens, aujourd'hui j'ai un eureka, et je me lance dans les cris de joie. Eureka, 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 je deviens un eurécateur, comment dire, qui n'arrête pas de requêter. Et finalement, alors que il est possible que je n'ai pas fait de découverte, que je me suis un peu hypnotisé ou auto-illusionné. Je me suis illusionné moi-même. Je me crée les conditions de ma propre, on va dire, mystification. Je me mystifie au travers ou grâce aux mots que je mets en place. Mais la réalité est peut-être quelque chose à laquelle la compréhension de la réalité est quelque chose qui va m'échapper. Parce que peut-être je n'ai pas tous les mots qu'il faut. Ou alors je ne fais pas les rapports qu'il faut entre les mots que j'ai déjà en maîtrise. Mais ces mots-là, je les mets dans un ordre qui n'est pas l'ordre le plus pertinent, ou le plus parlant, ou le plus expliquant. Et voilà, donc, et finalement, je me dis qu'il faut s'armer de complexité. Il faut essayer de complexifier là où les choses ont l'air d'être assez faciles à approcher. Il faut mettre de la complexité partout. Comme on pourrait dire ça pour toutes sortes de choses, on pourrait mettre un peu de je trouve pas, mais on peut décliner ça à l'infini, mettre un peu de mystère partout. Mais là, quelque chose, il faut mettre de la complexité et dire que d'abord les premières impressions sont évidemment des impressions fausses, sont là parce que quelque part on ne peut pas les enlever. Ça fait partie de la réalité ou de l'identité d'une chose. Mais il faut aller au-delà. La réalité d'un organisme, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme. L'organisme, il a une surface. Cette surface est importante. Elle protège l'organisme. Elle permet évidemment à l'organisme de communiquer, en partie d'avoir un contact relativement un contact sans trop de risques avec l'extérieur. Donc ça sert, les couches extérieures servent à quelque chose, mais ils ne disent pas grand-chose, ils ne disent rien même de ce qui se passe à l'intérieur, et c'est là vraiment la plus grande partie de la réalité d'un individu ou d'un organisme social. Voilà donc, ou un organisme collectif. Voilà donc la réalité. Et la réalité, elle, évidemment, dans certains moments, elle peut avoir déjà changé. Parce qu'on peut en avoir une impression ou une vision qui ne correspond pas à la réalité. Il y a évidemment les évolutions qui sont relativement rapides, et il y a les évolutions en profondeur, et puis il y a déjà les éléments de changement, les éléments de transformation. Rien ne peut rester dans l'état où il a été pendant un certain temps, parce qu'il contient des éléments qui vont le forcer à muer ou à muter, donc le forcer à se transformer, quitte à ce que la transformation
se passe par une modification radicale de la fonction de l'organisme, ou de l'apparence, ou de la... il y a quelque chose qui évolue vers l'effacement et l'anéantissement, son propre anéantissement. Elle peut atteindre à un moment donné l'expression ultime de sa réalité et elle doit céder sa place à autre chose, à une autre organisation, de l'espace à une autre. Mais il y avait l'élément espace. Et c'est là qui est la chose intéressante. Ça reste, malgré l'imposture du mot, le mot espace social est quelque chose, on ne dit pas espace social, je ne sais pas si on le dit, en tout cas je peux associer les deux mots. Le mot espace social est quelque chose de vraiment très, très intéressant. Voilà, les mots un peu sont un peu des tentateurs. Ils nous offrent, ils nous allègent, ils nous attirent avec des promesses. Quand on parle de l'espace social, tout de suite, on commence à voir apparaître des éléments de compréhension et de saisissement. Voilà que quelque part, c'est vrai, cette chose-là, et elle peut être reliée à l'autre. Et c'est vrai que cette organisation-là, c'est vrai qu'elle semble se multiplier à l'identique. Et cette organisation-là, cette autre organisation, elle offre comment, en fait, comment elle se perpétue. Elle se perpétue finalement. Comment cette organisation aussi atteint un point d'équilibre, quelque chose qui est à la base chaotique et aléatoire, comment à un moment donné elle se stabilise dans un certain équilibre, un ordre, l'ordre dans le désordre. Voilà le paradoxe. C'est un ordre, c'est un désordre très pensé, très maîtrisé, finalement très efficace. L'efficacité de ce type d'organisation qui évidemment apparaît comme une désorganisation, comme un chaos, voire comme une anarchie. Et là, quand on parle d'anarchie, à ce moment-là, on franchit un pas dans la condamnation, je n'ai pas trouvé l'autre mot, mais dans la délégitimation du processus. Quand on dit chaos, à la rigueur, le chaos, il est peut-être un état antérieur qui est indispensable à l'organisation. Il peut y avoir un passage par un chaos, mais ce chaos va aboutir à quelque chose qui va finalement ne plus être aussi chaotique. Il va, la matière va trouver des éléments va trouver des points, comment dire, tout va s'articuler de façon à pouvoir fonctionner le mieux possible. Voilà donc la lecture de l'espace. Souvent, on peut, quand on a cet espace devant soi, on imagine un peu souvent l'être humain, l'espace de sa vie. Combien de mètres à partir de son point central d'ancrage qui est sa demeure. Combien il fait de pas dans la semaine, dans le mois, dans l'année, dans toute sa vie. De combien il s'éloigne de son point d'ancrage. Et après, on peut toujours calculer. Et finalement, on peut dire à quel moment il change. On pourrait une sorte de GPS un peu qui suit la personne. Là, elle passe 1 heure ici. Là, elle passe 2 heures. Là, elle passe juste 5 minutes. Finalement, voilà l'espace et ce que ça dit de la vie d'une personne. Donc, et on peut évidemment
élargir, et donc l'espace relationnel, pas seulement l'espace physique, mais l'espace relationnel, l'espace sentimental, l'espace filiationnel, l'espace... et puis, l'espace aussi par rapport à ce que ça peut dire un peu de l'identité et de finalement ce que ça dit d'une personne. Une personne qui va fréquenter un lieu, qui va plus séjourner dans un lieu plutôt que dans un autre, ça dit de lui quelque chose. Et donc, et ça dit sur ses préférences, sur ses inclinations, sur finalement ses besoins aussi. S'il passe plus de temps dans un lieu plutôt que dans un autre, c'est qu'il a plus besoin de ce lieu. Après, et finalement, là on peut parler de tout ce qui se passe dans ces lieux. La circulation de la parole, la circulation, un peu évidemment, tous ces éléments qui renforcent un peu. Plus on peut s'occuper, plus cet espace nous offre les moyens de nous occuper, d'oublier le temps qui passe, d'oublier le temps, finalement, d'oublier le temps, de ne pas se rendre compte qu'on a trop de temps, qu'on ne sait pas quoi en faire. D'oublier qu'en fait, on est dans une sorte de répétition, d'une sorte de monotonie. Parce que nous arrivons à oublier cela, alors finalement, plus nous appartenons et nous confirmons cette appartenance par la récurrence, par la régularité de nos pratiques. Et voilà ce que ça dit de l'espace. Il y a des gens qui vivent dans une aire de quelques kilomètres carrés toute leur vie. Et pourtant, un observateur extérieur va juger que cela est vraiment très étroit et finalement peu propice à une vie riche et épanouie. Mais c'est une vision évidemment extérieure, une vision superficielle, première. Après, qu'est-ce que cherche l'individu? Qu'est-ce que cherche un collectif d'individus? Ça cherche plutôt à finalement à maîtriser sa vie, à éviter un peu les coups de sort, à se prémunir contre les hostilités de toutes sortes. Si on trouve un certain confort, une sécurité dans un lieu, c'est ce qui compte. C'est la sécurité et la perpétuation de la vie et aussi du clan et du groupe et de l'espèce. C'est ce qui compte. On arrive à faire cela. Alors évidemment, on peut avoir le début et la fin, on peut avoir le lieu de naissance et le lieu d'inhumation et c'est clos. Alors tout est à côté, le lieu de naissance, le lieu de travail, le lieu de formation, le lieu de socialisation, le lieu de reproduction, les lieux de rapport au ciel, et puis évidemment pas loin, le lieu de la fin, le lieu où on va être mis en terre. Et c'est cela. Après, les gens qui partent, qui quittent leur espace originel, finalement, ils l'emportent avec eux, comme les gens qui pourraient emporter un bout de leur terre natale. En fait, finalement, on déplace cet espace. Et comme on le déplace de façon imparfaite, on passe sa vie à être nostalgique de ce premier espace, de cette première... voilà ce que permet le processus des mots. À un moment donné, là j'ai pas la présence, évidemment je peux pas recréer le moment où j'ai été comme ça dans une sorte non, je peux pas dire que j'étais
j'étais content de moi, loin de là, parce que je suis en retard par rapport au temps qui m'a été accordé pour pouvoir penser. Je pense en retard, ce qui est déjà, c'est un constat que je ne peux pas, éviter. Je suis en retard et je finirai ma vie avec des pensées de peu d'importance, sans m'être attaqué à des éléments des éléments importants, les éléments qui pourraient expliquer un peu une partie des choses, que ce soit d'un point de vue ancien ou d'un point de vue actuel. Voilà. Donc, l'imposture des mots, c'est un thème intéressant, porteur, évidemment, riche en promesses. Là aussi, il promet. La posture des mots, c'est notre aussi imposture à nous-mêmes. Nous pouvons être dans l'imposture sans avoir besoin des mots. Quelquefois, les mots sont dits en sincérité. Pas de faux, pas de mensonge. Mais au fond de nous-mêmes, il y a des mots qu'on garde, il y a des sensations, des sentiments, et une certaine vérité, une certaine, quelquefois même une certaine lucidité. Je te dis que je suis vraiment très attaché à toi, mais au fond de moi-même, en même temps, je sais, au fond de moi-même, que je n'ai rien à attendre de toi et que, quelque part, nos relations sont pour moi des relations tout à fait quelconques. Alors que je venais de te dire que tu es pour moi, que tu étais pour moi quelqu'un de très important, quelqu'un d'unique, quelqu'un d'essentiel. Finalement, en même temps, ça je ne le dis pas, en même temps, je pense tout à fait le contraire, je pense un peu différemment. C'est un nuancier qu'on peut faire. En tout cas, il y a un décalage. Et donc, quand le décalage, il touche même aux mots, sans parler des choses qu'on ne dit pas. C'est les choses qu'on n'articule pas. Il y a plusieurs registres. Il y a la chose qu'on dit, on l'a dit en la pensant, sincèrement. Il y a la chose qu'on dit, mais en ne la pensant pas. Il y a la chose qu'on dit, mais déjà en la travestissant. Donc il y a plusieurs registres à ce niveau-là. Donc la posture des mots, il y a des mots que j'utilise en sachant que ce sont des mots que finalement, comme si je me couvrais de la peau de quelqu'un pour finalement essayer de me faire passer pour ce quelqu'un. Je me couvre de la peau d'un ours, je ne deviens pas ours pour autant. Je peux simuler, je peux commencer à singer l'ours, mais je ne suis pas un ours. Et quelquefois, je me revêtis des mots qui ne sont pas les miens. Des mots dans lesquels je ne m'investis pas. Je n'ai pas foi dans ces mots. Et pourtant, je les dis. Je n'ai pas foi. Et puis, c'est pas ça l'imposture des mots, en fait finalement. C'est l'imposture des mots, c'est une imposture que je me fais à moi-même. En fait, moi, je suis la propre victime de l'imposture de mes propres mots. Voilà, il ne faut pas que j'oublie pourquoi je tiens ces propos. C'est à partir du moment où j'ai la révélation de quelque chose, ben finalement, c'est une fausse révélation. C'est une révélation atténuée, ou c'est une révélation qu'il faut tout de suite relativiser. Voilà le savoir. Et c'est vrai qu'on peut rencontrer qu'on peut faire ce type de remarques, parce qu'on a devant nous des gens qui ont des stratégies de puissance, des gens qui ont suffisamment de motivation pour, par exemple, se saisir d'un sujet. Et ce sujet, ils en deviennent les détenteurs exclusifs.
Si je pense par exemple à Henri Laurence qui s'est saisi de la question du Proche et du Moyen-Orient à l'époque contemporaine et donc à l'époque histoire contemporaine et un peu moderne aussi, mais et donc finalement quand lui il fait des approximations, quand il se permet d'annoncer ou de faire des associations ou d'affirmer des choses en se trompant. En se trompant, personne ne peut le contester. Parce que ou personne n'oserait le contester de façon frontale. Il se trouve dans une certaine, comment dire, il est quelque part non pas, il ne devient pas impunissable, il est juste, il est protégé contre les gens, contre les contradicteurs qui pourraient venir par finalement son aura et par le statut qu'il s'est accordé, qu'on lui a accordé, et voilà. Donc finalement, on peut, qu'est-ce que je voulais dire par là, on peut, dans cette imposture des mots et imposture évidemment des vérités, puisque les mots aboutissent à l'énonciation de vérité, dans cette imposture, dans cette j'allais dire, comédie, dans cette mise en scène trompeuse et erronée de nos propres certitudes, de nos propres schémas mentaux, de nos propres, finalement, de nos propres limites. Nous sommes limités. La vérité et la réalité est tellement multiforme, est tellement variable, elle comporte tellement qu'à certains moments, nous savons que nous faisons des raccourcis, que nous faisons des accommodations, que quelque part, finalement, nous concoctons quelque chose avec ce qu'on a, mais en sachant qu'il nous manque quelque chose. Et donc le produit final est un produit qui a prétention à être parfait, mais on sait qu'il ne l'est pas. Et c'est à partir du moment où on se rend compte qu'on est en train de produire de l'imparfait, de l'à peu près. Il faut s'en rendre compte. Mais on peut être pris dans une sorte de processus de production langagière qu'on ne peut pas arrêter. Et on est là à l'observer se dérouler comme quelque chose qui doit rester, qui doit aller jusqu'à son aboutissement. C'est une sorte de vague contre laquelle on ne peut rien. Et on est là, on s'observe en train de produire cette vague-là. On est les producteurs de la vague et en même temps les victimes de la vague. Et il faut se rendre compte que le savoir, il faut évidemment être humble, simplement humble, modeste, et dire que, comme ces gens qui disaient Dieu sait, évidemment c'est une formule un peu une sorte de tradition, mais finalement quand on dit cela, on dit que malgré évidemment l'effort que j'ai fourni, mon travail est sûrement imparfait. Dieu n'a rien à voir dans l'affaire, c'est uniquement en tant que référence qu'on l'utilise. On fait appel à Dieu parce qu'il nous faut un être parfait pour représenter un idéal ultime, un absolu. On dit Dieu
est un absolu, et on essaie un peu de, non pas de se rapprocher de l'absolu, mais simplement nous disons qu'il y a l'absolu et nous sommes dans le relatif, nous sommes dans l'imparfait. Il y a le parfait, nous sommes des êtres imparfaits, ce que nous produisons est par définition imparfait. Donc parce que justement on n'a pas la capacité physique, mentale de se saisir de la totalité. Et donc je me rappelle d'une histoire comme ça. Il reste une archive qui a pu être sauvée, qui n'a pas été détruite pendant les événements qu'il y a eu en Palestine. Cette archive qui est sur des questions, des litiges réglés par les tribunaux à Gaza, et ces tribunaux qui se chargeaient là aussi de questions qui n'étaient pas que gazaouis, mais qui touchaient à d'autres localités. Et donc, ce document a été utilisé par certains dans un objectif de plus grande ampleur, de vraiment dire que, évidemment, c'est une preuve que la terre de Palestine était une terre sur laquelle il n'y avait pas un peuple, et comme quoi, donc, c'était contre la thèse sioniste qui disait une terre sans peuple pour un peuple sans terre. On voit évidemment l'utilisation de ce document. Évidemment, moi je trouve que le document, on lui fait dire un peu trop plus qu'il ne puisse supporter, mais pourquoi pas, tout est bon dans cette guerre justement de légitimité. Mais voilà que, par exemple, imaginons que ce document est échappé à Laurence, par exemple. Ce document, et imaginons que ce document n'ait pas existé. Voilà la chose. On suppose qu'il y a un certain nombre de documents qui n'ont pas survécu pour des tas de raisons. Quelquefois, ça a été mangé par les insectes, par l'humidité, simplement, sans qu'il y ait mauvaise intention. C'est juste la conservation, la mauvaise conservation des documents qui a fait que... Voilà. Donc, c'est pas toujours les guerres, les désordres, etc., les pillages. Non, ça peut être une cause, j'allais dire, naturelle. Et donc, voilà. On fait avec ce qu'on a. Et ce qu'on a est par définition limité. Et donc, nos capacités, nos documents de référence, nos archives, nos capacités à nous, nos capacités propres, et un peu aussi le système de valeurs, le système présent à notre époque, un peu la façon de faire. Imaginons qu'on soit un peu sous un peu dans un peu dominé par un courant d'analyse, qu'on soit sous les structuralistes ou chez les phénoménologistes, etc. Donc on est, dans le travail qu'on va faire, on est influencé par les thèses en cours. Évidemment, le XXe siècle a ses thèses à lui, a ses systèmes d'analyse à lui, et peut-être que dans quelque temps, il y aurait d'autres systèmes d'analyse qui n'auront aucune parenté avec ceux qui précèdent. Voilà donc, et puis on est aussi le produit de son époque, de l'idéologie, de la situation, comment on se situe un peu dans... Je suis européen, je suis africain, et cela détermine aussi le rapport que je vais entretenir à mon objet d'étude. Je suis issu d'un collectif, un petit collectif, je suis issu d'un collectif grand, je suis, tout un tas d'éléments qui vont superposer. Donc, l'approche, donc l'idée de l'imposture des mots
Finalement, j'ai besoin, en fait, finalement, cette imposture est nécessaire, indispensable et vitale. J'ai besoin de rester dans une certaine illusion. Je dois fabriquer de l'imposture pour pouvoir continuer d'être dans une sorte de... Pourquoi aurais-je besoin d'avoir accès à une vérité qui risque d'être une vérité difficile à supporter, une vérité dure, une vérité blessante, une vérité dévalorisante. Mais quelque part, pourquoi finalement vouloir vraiment la vérité avec le risque que tout cela peut impliquer? Un certain équilibre, même basé sur des sortes de... un peu sur des éléments faux, des éléments... Mais un équilibre, c'est toujours rechercher l'équilibre plutôt que la situation d'incertitude et la situation d'éparpillement et la situation de ne pas savoir où on va du tout. Où je vais finalement, quelle est ma place, qu'est-ce que je peux demander, qu'est-ce que je peux pouvoir prétendre, est-ce que je peux prétendre à quelque chose parce que j'ai quelque chose à offrir ou je n'ai à prétendre à rien du tout, je dois me taire, accepter de rendre ma voix inaudible parce que je n'ai rien de particulier à dire. Voilà la chose. Je tenais quand même, avant de perdre cette matière, parce que j'aurais retardé, j'aurais repoussé le moment, le rendez-vous, c'est quelque chose d'assez difficile. Il ne faut pas croire que cette chose-là, aussi imparfaite qu'elle puisse être, c'est une chose, il ne faut pas penser que c'est une chose facile. Facile, si c'est facile, faites-le. Faites le test vous-même, vous allez vous rendre compte si c'est facile ou pas. Évidemment, je peux être dans l'à peu près, je peux être dans le fond, je peux être dans l'ignorance et dans, quelque part, je peux être un imposteur. Je veux traiter de l'imposture des mots, mais moi-même, je ne suis pas le plus qualifié. Donc, je peux être un imposteur. Donc, je fais office d'imposteur à double titre ou à triple titre. Mais c'est comme ça. Pour jouer le jeu, il faut faire croire ou faire croire à soi-même qu'on est une chose, qu'on est réel, et qu'on a une capacité, qu'on peut dire, faire. On doit être dans l'illusion et dans l'auto-illusion, l'auto-persuasion, et finalement dans cette fiction. Il y a une fiction. La fiction, quelque part, le mot est intéressant. Malheureusement, je ne l'ai trouvé que maintenant. Donc le mot fiction est vraiment, il peut remplacer le mot imposture. Le mot fiction est très intéressant. La fiction est presque un mot neutre. C'est vraiment très intéressant et pour traiter de beaucoup de choses. La fiction de la vie, la fiction de l'amour, la fiction de l'identité, la fiction du territoire, la fiction de l'histoire, la fiction de l'espace, la fiction de l'avenir, la fiction de Dieu, la fiction de la religion, la fiction des valeurs. Tout est fiction, à un degré ou à un autre, évidemment. À un degré ou à un autre. Après, on peut demander à Dieu de nous démontrer qu'il n'est pas une fiction. Voilà, c'est Dieu de le démontrer. Nous, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens de démontrer, on n'a pas les moyens on peut pas, nous, de notre place, on ne peut pas, évidemment, prouver l'existence d'une chose ou le nier. On ne peut rien prouver. On peut juste émettre des hypothèses.
ce sont des hypothèses de travail. Simplement, ce ne sont pas des hypothèses qui sont là arrêtées. Une hypothèse peut contredire une autre et dans une sorte de remise en cause infinie. Peut-être aujourd'hui, cette hypothèse me convient, finalement répond à mes attentes, mais demain peut-être je la mettrai en pièces. Il n'y a pas de mal à cela. Une hypothèse, c'est une sorte d'arrangement provisoire entre soi et le monde, et après, évidemment, ça reste ouvert. Il ne faut pas s'enfermer dans un système de pensée ou dans un système de relation à quoi que ce soit. Les choses doivent être mouvantes, doivent être nomades. Voilà, nomades. Nous sommes les nomades de la vérité. Nous sommes les nomades un peu de la vie. Quelque part, nous sommes en déplacement permanent. Le mouvement est quelque chose qui nous est nécessaire. Plus nous bougeons, plus nous nous déplaçons, plus nous avançons dans l'intégration au monde. En fait, finalement, nous allons nous saisir d'une autre dimension du monde. Dans cette progression, nous intégrons des choses. Il y a tellement d'éléments qui restent hors de notre portée. Nous devons toujours converger vers ces éléments qui, éloignés, nous devons continuer à converger. À converger, voilà, une convergence, une sorte de mouvement sans fin, une sorte de quête. Là, le terme un peu simple, la quête. La quête qui